Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle émission. Je suis doublement contente de vous proposer aujourd'hui parce que point numéro 1, vous l'aurez tous remarqué, avec joie, avec bonheur, c'est le retour du tant attendu, roulement de tambour, pull moche. Comment il n'est pas moche ? J'adore ce pull. Voilà, c'est le pull, écoutez, si vous nous suivez depuis 3-4 ans, même avant, parce que dans les anciens locaux, déjà, tu le mettais avec Richard, détente. Et beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de gloser sur l'étendue du fauvisme appliqué au pullover de Charles Gave. Et je pense qu'on a redéfini nous-mêmes... C'est un Burberry. Oui. Je vous dis pas le prix qu'il a coûté, je n'osais même pas l'acheter. Et puis, c'est ta mère qui me l'a offert à Noël. Donc, Et voilà. Et donc, aujourd'hui, nous survivons grâce au pull moche. Et en deuxième partie, pourquoi je suis aussi heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, c'est que pour une fois, on va faire une leçon, enfin un recensement d'un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, ça va nous sortir un petit peu du terrain économique. Et nous allons parler d'un sujet qui est un peu plus sociologique. Alors, je vais vous présenter cet auteur que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Gad Saad, qui est un titulaire de recherche en sciences du comportement et de la consommation darwinienne de l'Université Concordia à Montréal, et il enseigne aussi à la prestigieuse école de gestion John Molson. Il anime parallèlement depuis 2013 une chaîne YouTube qui s'appelle The Sad Truth. Là, il y a un jeu de mots parce que sad sur voilà. Qui a 317K, donc qui est une chaîne qui tourne pratiquement aussi bien que la nôtre. Pratiquement aussi bien que la nôtre. Et il est très sympathique, je le regarde assez souvent, parce que d'abord, il a toujours envie de rigoler. C'est-à-dire qu'il vous présente des trucs, puis il trouve ça tellement bête qu'il se met à se marrer, quoi. Donc c'est un type, c'est un israélite d'origine, du Liban, et qui est parti ensuite au Canada quand les choses ont commencé à barder en 72-73 avec sa famille au Canada. Mais c'est un de ces esprits qu'il y avait au Moyen-Orient, à la fois cultivé, plusieurs langues, et curieux, intéressant, intelligent, enfin bref, comme il y en avait autrefois et qu'il n'y en a plus tellement. Voilà, on va revenir dessus. Alors, c'est assez... le livre, si je devais le classer dans une bibliothèque, dans le jeu des 7 familles, ce serait quelque chose entre Raisonnablement sexiste de Laurent Berton et les ouvrages de Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire vous avez donc l'Empire du politiquement correct qui était né de sa thèse, qui était le plus... Touffu, le velu. Ensuite, la révolution racialiste, qui était touffu toujours, mais quand même plus aisé à lire, et le totalitarisme sans le goulag, qui était, pour le coup, par rapport aux autres, plus léger. Toutefois, là, on a un ouvrage qui est très facile à lire parce que l'auteur ne se prend pas au sérieux et à la fois est bourré de références et on voit quand même la grande culture de l'auteur. C'est un esprit effectivement très facétieux qui a ce travers de se dire, en gros, je déteste les gens qui se prennent trop au sérieux et... Ça risque pas de lui arriver. Mon travail à moi, dit-il, c'est d'essayer de me faire comprendre de tous, et en cela, je te retrouve. C'est-à-dire que il pourrait, évidemment, comme d'aucuns, parler en professeur de chaire et faire des choses très rébarbatives en parlant de parité des pouvoirs d'achat, de ci, de ça. Tu pourrais faire ce genre de choses. Mais choisir délibérément, même si la critique arrive en général des gens qui sont en chaire, de dire oui, Charles Gave, ça n'est pas un vrai économiste parce qu'il ne fait pas des points carrés et des bouts filtres. C'est pas ça. C'est parce que moi, je gagne de l'argent. Oui, ça, en plus, ça les irrite. Raconte, alors qu'eux, ils sont payés par nos impôts. Moi, personne d'autre ne m'a payé que ceux qui voulaient bien me payer. Donc moi, je suis un économiste qui pratique le libre marché, alors qu'eux, ils sont partisans forcenés du monopole, tout en étant parfois libéraux, ce qui m'a toujours fait rigoler. Oui, ça c'est toujours assez drôle. Mais ça, c'est comme les gens qui expliquent qu'ils sont pour le développement durable et qui partent au Club Med à Porto Rico. En avion privé, oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai aucun problème, encore une fois, à ce qu'on me dise, il faut manger du quinoa et ainsi de suite, mais tu le fais. Voilà, tu le fais toi aussi. C'est notre grande thèse avec Charles que les ingénieurs, les architectes paysagistes devraient être forcés de vivre avec leur famille 5 ans
dans les stupidités qui nous construisent. Voilà, pas paysagistes, mais plutôt les architectes de HLM. Oui, urbains. Je ne sais pas si tu as vu à Montpellier, ils ont fait une espèce de grande tour comme ça, avec des sortes de fenêtres au vent. Oui. Qui, quand il y a du vent, fait un bruit absolument pas possible et te dit, alors tu vois, là, ça arrive qu'il y ait du vent à Montpellier. Oui, ça arrive qu'il y a du vent. Et il y a la mer déjà. Donc, ça occupe. Et tu te dis, là, tu vois, le gars, tu le forces pendant 5 ans avec tout le monde. Hein, sa mère, tu mets sa mère dedans, tu sais, qu'elle lui dise oui, l'ascenseur est bloqué, tout, tu vas voir si ça va pas marcher. Mais j'avais vu ça très bien. Le type qui a fait tous les HLM dans la région de Paris, là, etc., lui vivait dans un hôtel particulier du 17e, rue du Dragon à Paris. Et puis il mettait les gens dans des clapiers. Donc je me disais, c'est un beau métier quand même, hein, ça c'est. Voilà. Et alors, le Gadsad, quand il explique son livre, il dit que son but, c'est de défendre la vérité, aujourd'hui, dans un climat avec des idées pathologiquement de gauche. Et pour lui, ça nous conduit vers un abîme irrationnel aux profondeurs obscures dont il faut essayer de sortir. Alors, c'est un peu la thèse de aussi Bock-Côté, ça. C'est-à-dire que à force de raconter des bêtises, on finit par arriver à des... Alors, on va rentrer justement dans le vif du sujet. Donc, lui, il explique dès le début que sa vie est jusqu'à présent marquée par 2 choses. La guerre de la raison et la guerre civile libanaise. Oui. Donc, très tôt, lui prend conscience de l'horrible visage du communautarisme. Et alors, il explique une anecdote assez marquante pour lui, c'est qu'ils avaient, à l'époque, c'était très moderne, à Beyrouth, un dévideur de sopalin un petit peu. Ouais. Et il y avait un employé musulman qui devait venir changer le papier une fois tous les mois. Et la guerre commence, atroce, avec des exactions tous les jours, des factions, des gens qui entraient. Et le type arrive un soir en disant « Il faut que je vienne changer le papier ». Sa mère, qui était seule, elle dit « Je n'ouvre pas la porte ». Le type dit... Et il était avec 4 autres personnes. Ah oui. Finalement, la police est arrivée quand même en lui disant « Écoute, le seul contact que tu as jamais eu avec cette famille, c'était de changer le papier une fois par mois. Et là, en pleine guerre, tu vas m'expliquer que le truc le plus important pour toi, ça serait d'aller... » Et le type a éructé en ce moment-là en disant « Oui, mais vous allez voir, les Juifs, je vais tous vous avoir. » Et 4 jours après, ils étaient partis pour le Canada. Oui, c'est ça. Et il raconte que d'ailleurs, quand il est parti au Canada, il avait enlevé d'offert, je ne sais plus, au moment où il faisait son bar mitzvah ou j'en sais rien, une espèce de médaille qui était une médaille israélienne, enfin juive, et sa mère lui interdisait de la porter à Beyrouth. Et quand il a pris l'avion, une fois qu'il a été dans l'avion, sa mère lui dit « Maintenant, tu peux porter ta médaille. » Donc, ça devait être une Mégane David. Ça devait être une toile de David, c'est ça. Et donc, ce gars-là raconte que à Beyrouth, où il y a eu des Juifs, ou à Damas, ou à Alep, ou à Bagdad, ou tout ça, où il y a eu des Juifs depuis bien plus longtemps qu'il y a eu des Arabes, c'est-à-dire qu'il y avait des Juifs il y a 3000 ans, et personne ne savait que la religion musulmane allait arriver 2000 ans plus tard, je ne sais pas, ouais. Eh bien, les Juifs ont commencé à les identifier pour les pourchasser, quoi. C'était... ça, j'ai vu ça toute ma vie. Donc... Alors, il raconte que c'était horrible parce que tu étais arrêté dans la rue par des factions et on te demandait de décliner ta religion et tu savais pas si c'était des musulmans, des chrétiens, tu savais pas ce que tu devais dire jusqu'au dernier moment et si ça allait être ta dernière heure. En plus, si tu étais juif, si tu veux, les chrétiens, les musulmans et tout, ils allaient peut-être te faire ta fête, quoi. Enfin, c'était rarement des juifs qui t'arrêtaient, quoi. Là, la police, le jour où c'est arrivé, c'était des chrétiens. Mm-hmm. Donc, eux, ils étaient des juifs et les autres étaient des musulmans. Il leur a dit, non, là, ça... Il faut partir. Et ça, c'est d'une des légendes, si vous voulez, c'est que les Juifs vivaient en paix dans le monde arabe. Je vous conseille à tout le monde pour savoir quelle a été les vraies relations entre les Juifs et les Arabes, de lire un livre de Paul Johnson, qui était un écrivain anglais, qui a écrit une histoire des Juifs, qui est très, très passionnante. Le gros, là. Le gros, oui. C'est très bien. Et là, il vous raconte vraiment ce qui s'est passé dans la réalité et tout. Ça n'a jamais été que ce qu'ils appelaient des dhimmis, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone. Donc, c'est pas le bouquin qui s'appelle Jérusalem ? Non, ça c'était un autre. Je l'ai pas du tout aimé. C'était pas un type qui s'appelait Sobek, celui-là. Et le deuxième de Jérusalem, j'ai pas du tout aimé ce livre parce que c'était trop orienté. Mais là, c'était une histoire faite par un bon historien professionnel qui a créé aussi une histoire des États-Unis qui était très bien d'ailleurs. Et donc,
il faut aller chercher comme ça des documents qui sont écrits par des grands anciens qui respectaient encore un petit peu les documents sur lesquels ils travaillaient, tu vois, oui. qui te racontaient pas des conneries, quoi. Ça, on va y venir. Alors, il dit la chose suivante aussi, il dit que l'hyperspécialisation de nos jours est récompensée, tandis que la pensée synthétique transversale, dans des approches interdisciplinaires, est méprisée. C'est-à-dire, c'est ce que toujours tu essayes de faire, en essayant de penser non seulement en économie, mais parfois en géopolitique, et pourquoi pas en littérature, ou tous les champs où ça pourrait s'appliquer. Or, aujourd'hui, on devient reconnu si on devient spécialiste des chevaliers de l'an 1000 sur le lac de Paladru, sur oui. Autant de lacs de Paladru qu'il peut y avoir, tu vois. Mais ce qui m'intéresse, il y avait un truc comme ça avec Serrault, je crois. Comment il s'appelait celui qui jouait dans La Cage aux Folles? Michel Serrault. Michel Serrault. Et Michel Serrault avait un rendez-vous avec le grand spécialiste au monde du troisième droite, celui qui est là, quoi. Et il racontait, avec c'était Pierre Charnier qui l'interviewait, mais c'était à pleurer de rire. Donc là, il avait rendez-vous dans 2 ans et demi. Puis donc on arrive maintenant à des bêtises. En principe, la médecine, c'est quelque chose qui devrait être holiste, c'est-à-dire que si vous avez mal au pied, c'est peut-être que vous avez eu l'épaule cassée quand vous aviez 2 ans, j'en sais rien, tu vois, des bêtises. Mais maintenant, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus que des gars qui vous envoient faire des analyses, quoi. Il n'y a plus un gars qui dit, dis donc, quand vous rentrez là, vous avez l'air de boiter. Donc, cette espèce de façon d'essayer de considérer l'ensemble avant de traiter le problème, ça a complètement disparu. On le voit en politique, on le voit partout. Et dès que tu émets une opinion sur un sujet, on essaye de te mettre dans une boîte pour dire, mais ça veut dire que vous êtes, je sais pas quoi, ça veut rien dire du tout, ça veut dire que j'ai lu des trucs et que je... Donc, cette espèce d'hyper-spécialisation, c'est un appauvrissement de la pensée. Il y a des, enfin, pardon d'y revenir, mais par exemple, quand tu étais dans cette interview chez Thinkerview, tu avais le petit gars là qui était là, qui disait, oui, quelles sont vos sources, Bah, mes sources, c'est que j'ai 80 balais, que j'ai lu mon Cloporte. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, moi, tu me demandes vos sources, soit je fais un truc sur les chevaliers de l'an 1000, dans ces cas-là, j'ai sourcé, j'ai mes notes de bas de page, mais sinon dans la vie il y a une masse de choses que j'ai acquis parce que j'ai lu des livres, et tu me dis d'où tu tiens ça, je dis bah je l'ai lu. Alors et en plus c'est cornio ce qu'ils font après ça, c'est alors ils disent pour vérifier ils vont sur Google, mais Google tu peux faire n'importe quelle entrée, c'est comme Wikipédia. Non mais c'est pas les années. Mais c'est ça, Google ils vont vous sortir la réponse qui est correcte en ce moment. Et donc ils vont vous dire mais non, vous voyez, de Google le dit pas, mais si Google le dit pas, ça veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut dire que Google est en train d'essayer de nous enfumer, c'est tout, quoi. Donc tu vois, c'est drôle parce que je regardais des choses cette semaine sur le vaccin HPV. Oui. Qui est le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Alors, ils essaient absolument de fourguer ce truc-là, et avant qu'ils n'aient pris le contrôle de Google, j'avais sorti toutes les analyses de l'Agence du médicament, les débats parlementaires, je te parle il y a 10 ans. Ça n'est plus accessible aujourd'hui. J'ai tenté de les retrouver, je les avais référencés dans une note, donc je les ai retrouvés parce que j'avais les HTTP, des liens, mais sinon, ça n'est plus référencé. Donc aujourd'hui, pour avoir accès à ces débats parlementaires qui disaient il y a quand même X incidence de Guillain-Barré, il y a X trucs, il y a... Et puis en plus, il disait, je me souviens de ce débat aussi, il disait ça va protéger les femmes contre un cancer de l'utérus dans 40 ans. Si elles... Mais attendez, bougez pas, on vient de le sortir, comment vous savez que ça va les protéger dans 40 ans? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu sors, là il y a zéro fait conspirationniste, tu sors les statistiques de l'Australie sur les cancers du col de l'utérus, qui a une incidence de 1000 par an. Donc on parle de vacciner une population entière pour 1000 personnes. Bon, en admettant, tout le monde a été vacciné en Australie, la courbe est toujours en croissance. Décès du col de l'utérus. Comme le Covid, quoi. C'est des trucs qui servent à rien, mais qui coûtent très cher. Visiblement, alors on va nous dire oui, mais vous vous rendez compte, en vrai, la courbe aurait été... Mais pourquoi il y aurait une hausse de la sexualité qui, du coup, aurait entraîné une hausse de la... Surtout qu'on sait très bien que partout, il y a une baisse de la sexualité. Il y a une baisse de la sexualité, surtout qu'il y a eu le Covid. Donc c'est quelque chose... la courbe aurait dû être, en tout cas pendant ces 2 ans, descendante. Pendant ce temps, puisqu'il y a eu un moment, surtout en Australie, où les gens n'ont pas pu sortir de chez eux. Oui. Donc c'est difficile quand même d'avoir des 7 à 8. Donc c'est un... Ou des 5 à 7. D'un autre professeur de Montréal, d'ailleurs, qui est je crois un Algérien d'origine, il fait une remarque qui m'a beaucoup frappé. Il dit, bon, autrefois, le but de l'éducation, en particulier du supérieur, c'était de trouver les grands esprits, c'est-à-dire les Raymond Aron, les Jean-François Revel, vraiment les types qui étaient capables de faire une synthèse extraordinairement puissante sur des choses qui n'étaient pas vraiment reliées. On l'avait pas vu.
Et il dit maintenant, l'éducation supérieure, c'est de former des gens qui savent faire tourner un tableau Excel pour que ce soit des bons exécutants, et on essaye d'éliminer par tous les moyens les types justement d'intelligence supérieure parce qu'ils font brère tout le monde. Et encore, ça c'est dans le meilleur des cas, parce que ça c'est dans le meilleur des cas où au moins on leur apprend un tableur Excel, parce que pour 50% des autres, ils vont faire de la sociologie sur est-ce que l'intersexualité sectionnelle du Moyen-Âge sur le Bas-Empire n'aurait pas eu une incidence sur le fondement des patriciens. Donc bon. Alors, les virus de l'esprit qui s'emparent des circuits, parmi les virus de l'esprit humain pour Gadsad, tu as le postmodernisme, le féminisme radical, le constructivisme social qui prospère tous dans un seul écosystème infecté, l'université. Américaine, en particulier. Alors lui, il est au Canada. Voilà. Alors lui, il appelle ça le syndrome parasitaire de l'autruche. Et en déroulant cette idée, il dit qu'en réalité, l'Occident est devenu l'Occident, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, grâce à la protection de ses libertés fondamentales. Ben oui. C'est parce qu'on a eu les grandes heures de l'humanisme, quelque part, et des valeurs fondamentales que furent nos libertés. Nos libertés, et par liberté, j'entends droit de propriété, les droits naturels, droit de sûreté, droit de sécurité, c'est-à-dire la Magna Carta aussi, vous ne serez pas emprisonné. Liberté de parole. Voilà. Et évidemment, la liberté d'expression. Et on arrive aujourd'hui dans quelque chose qu'il va qualifier de stratégie de l'émotion, c'est-à-dire que autrefois, quand on avait des critères de développement, on faisait quelque part un exposé scientifique. Aujourd'hui, vous faites un exposé scientifique et des personnes vont vous dire « Ah non, je suis émotionnellement fragile, je ne peux pas entendre ça, vous devez remettre en cause vos données scientifiques. » Tu dis « Mais c'est une donnée scientifique. » C'est le discours de Jordan Peterson aussi. Oui, alors ils sont très copains. Et alors là, il dit une chose qui est très fondamentale pour moi et qui m'a vraiment marquée parce qu'il le verbalise très bien. Il dit « Il existe deux orientations éthiques fondamentales qui guident les comportements quotidiens des individus, l'approche déontologique ou le conséquentialisme. Le premier, c'est une vision absolutiste des normes éthiques. Par exemple, il ne faut jamais mentir. Tandis que le second, on va définir la moralité d'une action en fonction de ses conséquences. Oui, c'est-à-dire on connaît ça. On a le droit de faire ceci ou cela parce qu'on t'a fait... Voilà, on a le droit de tuer les juifs parce que ce sont des moins que rien. Parce qu'ils ont tué quelqu'un là-bas ou parce qu'ils m'ont volé ma terre ou j'en sais rien. Et ça, on revient toujours à ce qu'on a discuté à plusieurs reprises ici. Notre civilisation a été fondée sur l'éthos, le logos et le pathos, là, les trois trucs. Et aujourd'hui, on ne nous fait que du pathos. C'est-à-dire que dès qu'on essaye sans arrêt d'expliquer les crimes par quelque chose qui serait arrivé à une petite enfance ou n'importe quoi, ou par la pauvreté. Et moi, ce que je me tue à dire aux gens, c'est qu'il y a des tas de gens qui sont arrivés très très pauvres en France et qui font pas de crimes, et puis il y en a qui sont arrivés et qui sont pas si pauvres que ça et qui font des crimes partout. Donc, expliquer les crimes par la pauvreté, c'est une faiblesse totale. Tu te souviens, quand j'étais enceinte de Pomone, j'étais souvent à la maison, et comme j'habitais à l'époque rue Jean Goujon, j'étais près de l'église arménienne, et j'étais devenue très amie avec Henri Verneuil, qui venait souvent à la maison, et quand j'étais enceinte, parce que j'avais rien qu'à faire qu'à cuisiner, et j'avais pas le droit de trop bouger, c'était un homme charmant, et il me racontait son arrivée, quand il était arrivé avec ses parents d'Arménie, à Marseille, où on les avait laissés pendant plus de 10 jours à sécher sur le port, avec rien. Ils étaient partis avec leurs yeux pour pleurer, et contents d'avoir encore des yeux, du reste. Et cet homme est devenu un des plus grands cinéastes, réalisateurs comme De Hic comme Icare, et en partant de rien, avec avec une intégrité qu'il a toujours gardée. Aznavour. Oui, aussi. Aznavour, c'était pareil, hein. Et on ne lui avait pas fait de cadeau, voilà. Mais j'en arrive à me dire, si tu es vieillissant et tout, que si tu fais des cadeaux, tu détruis. C'est-à-dire qu'il faut quand même apprendre à être droit et à être autosuffisant. Et Saint Paul disait qu'il était... son métier, c'est de faire des tapis, quoi, ou des tissés. Et il disait, celui qui ne travaille pas n'a pas droit à l'aide des autres. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un truc très curieux, où maintenant, les gens, les paresseux, les passagers clandestins, enfin tout ça, ont des droits sur nous, mais je ne leur ai pas donné ces droits. Parce qu'un homme politique, à un instant T, a dit
hop, l'homme blanc de 50 ans et plus, là, on le taxe pour donner à des gens qui font rien pour ça. C'est déshonorer. Et qui vont cracher dessus, en plus. Mais c'est déshonorer celui qui reçoit, et c'est traiter en esclave celui qui donne, parce qu'il donne pas volontairement. Alors, il cite un penseur, Théodore Dalrympe, et qui définit notre ère comme l'ère de l'incontinence émotionnelle. Voilà. C'est très bien dit. Ils se font pipi partout dessus. Voilà. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est l'incontinence émotionnelle. Ils se font pipi partout, ils puent, ils sentent mauvais et tout, mais ils veulent te forcer à faire ce que toi, tu pisses sur toi aussi. Oui, bien sûr. Ah oui, parce que sinon, tu fais pas partie du groupe. Tu fais pas partie du groupe. Alors, partie d'un parmi groupe qui la pue, liberté d'expression, pour lui, en tant que personne humaine et que penseur, il lui est très important de pouvoir être dans un pays qui critique l'islam. Bien sûr. Et il dit que les gens devraient avoir le droit de critiquer une religion et leur critique elle-même devrait être aussi ouverte aux critiques. C'est l'essence même de la liberté d'expression et de la liberté de penser. Et or, aujourd'hui, on arrive dans un monde complètement fou qui est le sien, qui est le monde universitaire, où il est admis que dire la vérité pourrait donc être illégal. C'est ce qui s'est passé avec Jordan Peterson. C'est-à-dire qu'on se retrouve au XXIe siècle en tant que docteur, PhD, double PhD, est-ce que tu veux ? Et qui avait professeur et ainsi de suite, devoir se retrouver devant un COMEX, j'en sais rien. C'est ce qui vient d'arriver à ce brave Raoult. Le type, quand même, c'est un génie profond. Il a trouvé des tas de choses que personne n'avait trouvé avant lui. Bon, et maintenant, 3 crétins à l'Ordre national des médecins, qui a été créé d'ailleurs par Pétain, c'est pour vous dire, décident de l'enlever pendant 2 ans le droit d'exercer la médecine. Parce qu'il avait refusé de considérer qu'on ne pouvait pas, qu'il était dangereux de traiter avec l'hydrochloroquine. Or, on a prouvé maintenant que c'était pas dangereux du tout. Donc, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il a été condamné parce que il a fait quelque chose qui était juste, mais à l'époque, les autres disaient que c'était pas juste. Oui. Donc, on le condamne pour désobéissance de gars qui avaient pris des ordres, qui avaient donné des ordres, en ayant tort. Mmh. Donc, la liberté d'expression, ça veut dire aussi que tu as la liberté de désobéir. Il me semble, mais ça c'est Saint-Augustin. Ben voilà. C'est par définition. Et tu dois en tant qu'individu, normalement... Et si tu sais la vérité et que c'est pas vrai, tu dois le dire. Tu dois le dire. Et le silence, dans ces cas-là, est une faute. Le silence vaut acquiescement. Et c'est une faute morale et c'est une faute dont tu vas avoir charge. Et c'est extraordinaire. Et les gens me disent que, par exemple, si tu veux critiquer l'islam, c'est du racisme. Mais attendez une seconde, l'islam, c'est une création intellectuelle, c'est pas une couleur de peau, c'est rien du tout. Donc, j'ai le droit de critiquer l'islam, et il y a des gens très éminents, comme Voltaire, comme Churchill, comme De Gaulle, etc., qui ont critiqué l'islam en disant que, comme en tant que religion, c'était une Saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, il a fait une critique de l'islam qui est remarquable. Et donc, vous lisez ça, et ces gars-là n'auraient plus le droit de parler. C'est-à-dire que, dans la religion islamique, celui qui dit du mal du prophète doit être tué, c'est une des sourates. Et bien, donc, comme on ne veut pas faire de peine à ces gens-là, il faut importer cette règle chez nous. C'est-à-dire que nous, qui n'avons rien à voir avec l'islam, on n'a pas le droit de dire que ça, c'est pas bien, quoi. Et voilà, donc on revient à la balance dont on parlait tout à l'heure, le règne de l'émotion versus le règne de la raison. À quel moment a-t-on décidé que nos petits sentiments individuels valaient plus qu'une vérité et que la toute nécessaire liberté d'expression, qui, encore une fois, on ne peut pas être un petit peu enceinte. La liberté d'expression doit être absolument pleine et entière. Et je vais raconter une histoire ici qui m'est arrivée à moi, parce que j'aime pas me raconter, parce que voilà. Mais vous savez que il y a 5 ans maintenant, je me suis retrouvée en procès par la LICRA, parce que j'avais parlé sur mon Twitter avec la masse de gens. Je disais justement que les lois Guesso étaient une abomination et que... c'est ce qui organise le devoir de mémoire. Vous n'avez pas le droit de dire des choses. Et d'ailleurs, je me référais du reste à un débat dans lequel Simone Veil était présente et disait, écoutez, il n'y a pas à interdire aux gens de nier les chambres à gaz, puisqu'elles sont tellement
évidentes et on sait tellement qu'elles ont existé que, en gros, laissez ces crétins dire ce qu'ils ont à dire et les juges du fond derrière demanderont des dommages-intérêts pour la peine qui a été celle des plaignants. Et donc la chose arrive, je dis plus ou moins en substance ça, et je reviens sur une conférence qu'avait donnée une de mes professeurs qui s'appelait Marianne Frison-Roche, qui définissait la liberté d'expression à ce moment-là, et qui disait les juges du fond, jusqu'aux arrêts auxquels je vais venir, qui sont de mars 85, avaient délimité ce qu'était la jurisprudence et avait délimité ce qu'on pouvait, ce qui était du domaine de l'empiètement, du dol, du dommage-intérêt. Et ce faisant, ils arrivaient donc avec des dommages-intérêts relativement forts. Donc arrive la proverbiale affaire Forisson, où Forisson est donc condamné par les juges du fond pour avoir dit des sornettes sur les chambres à gaz. Et je parle donc du fait que César Forisson avait délimité en amont, sans les lois Guesso, ce que pouvait être du ressort du débat sur la liberté d'expression. Ah mais j'avais dit Forisson, j'étais forcément une négationniste. Je me suis donc retrouvée 18 mois en procès avec la LICRA, j'ai été convoquée par le tribunal de police, j'ai eu tous les anathèmes, ça m'a coûté de l'argent parce que j'ai dû prendre un avocat, et tout ça c'est des manœuvres pour nous faire peur, tout simplement parce qu'ils avaient identifié, à l'époque je peux vous dire que maintenant quand je sais ce que je sais, je ne m'y serais pas pris comme ça, mais parce qu'ils avaient identifié que j'étais la fille de Charles Gave et qu'il fallait me taper dessus, sûrement, mais vous vous dites la méchanceté, le manque de dignité de la pensée que ces gens-là peuvent avoir, parce qu'au fond d'eux, ils savaient très bien ce que j'étais en train d'expliquer. Ma prof, Marianne Frison-Roche, était du reste une prof de gauche. Y en a-t-il d'autres sortes ? Et oui, et un arrêt porte le nom de l'arrêt. Tu n'as pas vu cette histoire de ce pauvre gamin qui a nyctalope. Le nyctalope, ça m'a fait pleurer de rire, là, le prof. Et le prof dit, les chats voient la nuit. Le petit gamin qui a 5-6 ans en classe dit, c'est normal, c'était nyctalope. Et le professeur a pensé nique ta mère. Nique ta mère. Elle lui a dit, mais t'as pas le droit de dire ça, elle l'a viré et tout. Donc la professeure en 5, ça devait être, je sais pas, l'enfant avait 5 ans, c'est un HPI, donc il est au potentiel intellectuel. Et effectivement, c'est des enfants qui retiennent des termes comme ça parce que ils ont un esprit très vif. Et donc, que la professeure de français ou la professeure, c'est une maîtresse globale, mais qu'elle ne sache pas ce que ça veut dire nyctalope. Écoute, si tu voyais le niveau, et donc ça veut dire qu'on fait élever nos enfants par des demeurés, quoi. Moi, il n'y avait pas un professeur quand j'étais enfant qui savait pas ce que voulait dire un nyctalope, quoi. Ça n'existait pas. Surtout qu'on parle des chats tout le temps. Ouais. Enfin, je veux dire, dans la vie, tu sais très bien que les chats, ils voient la nuit, tu sais très bien qu'ils sont nyctalopes. Il mettait un nom sur une réalité, et la professeure ne connaissait pas ce nom, et donc l'a condamné. Ça fait partie des termes que tu as dû entendre dans ta vie, c'est comme chronophage, enfin, c'est des choses qui sont peut-être un peu soutenues en français, mais tu en as croisé des chats, tu as parlé avec des comédiens, c'est marrant, la nuit, ils voient bien, ah oui, il est nyctalope, tu vois, tu as enregistré quand même. Mais pas elle. Donc on voit ça, à partir du moment où vous prononcez un nom, soit ils ne le comprennent pas et ils vous attaquent, soit ils le comprennent, mais comme ça a été utilisé par d'autres gens, ils vous rentrent dedans. Et donc, vous vous dites, c'est difficile d'expliquer une idée compliquée. Hein. Alors, après, il revient, Gad Saad, sur, pour lui, les principes non négociables d'une société libre et moderne, d'après un historien de Harvard. Alors, c'est la concurrence, je trouve ça drôle qu'il commence par ça, la science, la propriété, la médecine, la société de consommation et l'éthique du travail. Oui, c'est grosso modo tout ce qui est libéral, quoi. Oui. Je pense qu'il l'est assez. Alors, il trouve qu'on se retrouve effectivement dans une période qui est véritablement un tsunami obscurantiste, d'un point de vue scientifique. C'est la prédominance du crétin. Oui, vraiment. On se retrouve avec, par exemple, tout ce qui est l'activisme transgenre, qui sont des théories fondées sur des mensonges avérés quand même, qui se répètent avec ensuite des conséquences derrière. C'est-à-dire que quand des groupes de pression arrivent, par exemple, en tout cas dans les pays aux États-Unis et au Canada spécifiquement, vous pouvez vous retrouver avec une chaîne YouTube qui va être démonétisée parce que vous avez tenu un propos qui n'est pas LGBTQL. Ce qui est pas, il y a aux États-Unis, c'est bien pire que ça. J'ai un fils qui vit au Canada et il raconte des trucs qui sont tout à fait étonnants. C'est-à-dire qu'un enfant de 7-8 ans qui décide d'un petit garçon qu'il est une petite fille, et donc, il voudrait devenir une petite fille. S'il va voir la maîtresse ou le directeur, etc., on peut l'enlever à ses parents qui ne seraient pas d'accord pour lui faire changer de sexe à 7 et 8 ans.
Mais c'est un crime contre l'humanité, ça, c'est une atteinte à la... c'est ce qu'il définit comme un Munchausen par procuration. Oui. Il dit ça n'est quand même pas normal, alors que les enfants transgenres, les personnes transgenres représentent statistiquement 0,01% de la population, qu'il y ait pratiquement un enfant sur deux, par exemple, chez les stars de Hollywood, qui, comme par hasard, demandent à changer de sexe dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que, est-ce qu'au bout d'un moment, les parents, à force de vouloir faire du virtue signaling vis-à-vis de leur communauté, regardez comme je suis un bon parent, regardez comme je laisse mon enfant de 3 ans être alternatif, alors que le gamin à 3 ans, si déjà tu sais où est les pieds de ta gorge, t'as fait un bon mouvement, tu vois. En général, 3 ans, tu t'es concentré sur la propreté comme acquisition. Et puis non, mais c'est tout à fait extraordinaire. Il y avait la directrice générale de Walt Disney qui avait une fille qui était, je sais pas quoi, un truc qui arrive aussi une fois sur 10 000, et une autre qui était un garçon qui était autre chose encore. Et j'avais entendu une émission de Peterson là-dessus qui disait, mais écoutez, statistiquement, la probabilité qu'il y en ait 2 dans la même famille, c'est n'importe quoi. C'est zéro. C'est zéro. Et donc, il disait, cette dame est en train de martyriser ses enfants. C'est un Munchausen par procuration. Pour se faire bien voir des autres. Tu sais, Munchausen, c'est quand tu t'inventes des maladies. Oui, c'est ça. Et pour se faire bien voir de ses amis, etc. Et cette personne a foutu en l'air Walt Disney, dont le cours de bourse s'est écroulé, parce qu'ils ont fait que des navets. Que des navets où Blanche-Neige était, je sais pas quoi. Avec des petites sirènes transgenres. De toute façon, personne n'allait les voir. Donc, personne n'allait les voir. Le dernier que j'ai dû aller voir, c'était le Roi Lion. Donc... Et alors, il dit un peu ce qu'on disait, mais que la liberté d'expression n'a pas été créée pour garantir que vous puissiez encenser quelqu'un ou exprimer un propos avec lequel pratiquement tout le monde est d'accord. La liberté d'expression, ça n'a pas été créé pour dire « Ah, la misère, c'est mal ». C'est pour tenir, par définition, des propos qui pourraient être outranciers. Mais si tu fais un truc dans un débat où il y a 1000 personnes dans la salle, tu dis quelque chose qui est vrai, et ben tu peux être certain qu'il y en aura une centaine qui vont être heurtés. Mais moi, quand j'étais étudiant et tout, les professeurs qui m'intéressaient, c'est ceux qui me faisaient sauter en l'air. Si c'était pour dévider des trucs à l'eau de rose qui n'avaient aucun intérêt, ça n'avait aucun intérêt. Moi, j'avais un professeur de droit constitutionnel, il s'appelait monsieur Montanet de la Roque, je pense qu'il est plus de ce monde, mais enfin, il commençait son cours de droit constitutionnel en parlant de la Constitution de la 5e, et en disant, cette pauvre fille qui a déjà été violée 3 fois par son père, c'était De Gaulle. Donc, si vous voulez, ça tirait... moyennant quoi, t'as 81 balais, et tu t'en souviens encore. Oui, et tu te disais, quelle connerie il va pouvoir sortir encore celui-là. On allait tous en cours pour savoir ce qu'il allait dire comme connerie. Et d'ailleurs, il disait des trucs qui n'étaient pas faux, qui nous faisaient réfléchir, en disant, oui, c'est vachement bien. Donc là... Une personnalité intelligente et qui fera changer le monde est abrasive. Oui, j'y crois fort. Alors après, le problème, c'est que des gens font semblant d'être abrasifs parce qu'ils pensent que ça les rend intéressants. Encore une fois, il faut faire la différence entre avoir du caractère et avoir un mauvais caractère. C'est pas parce que vous râlez tout le temps ou que vous gueulez, parce qu'il y a des nanas qui pensent que c'est ça. Genre, oui, je suis râleuse, je suis grande gueule. Oui, mais ça, t'es juste chiante, en fait. Quelquefois, la vraie force, c'est d'arriver à fermer sa gueule dans des moments difficiles. C'est ce que disait, j'ai interviewé ce bon... Laurent Berton. Laurent Berton aujourd'hui. Et lui, il a, dans la dernière partie de son livre, qui est un très bon livre que je recommande énormément à tout le monde d'ailleurs, il dit il y a quand même beaucoup de vertus à ne rien dire quand on ne sait pas. Oui. Et d'ailleurs... Je trouve ça très bien. J'aimerais beaucoup... assez peu d'opéra. J'aimerais beaucoup que les acteurs... le ferment leur gueule. Non, mais on leur demande quel est votre avis sur le conflit israélo-palestinien. Mais ta gueule, en fait. Pourquoi d'où vous leur demandez? Et moi, je rêve d'une époque à la Lino Ventura, où Lino Ventura disait, écoutez, pourquoi vous me demandez ça? Demandez-moi ce que je pense à la rigueur d'une pièce de théâtre ou dans quelque chose dont j'ai moins de compétences sur un domaine, si les costumes étaient bien réalisés ou j'en sais rien. Mais j'ai pas d'avis politique à vous donner. C'est arrivé avec Mitterrand, ça, qui a commencé à rentrer Dalida et ainsi de suite dans la manne, et après on n'en a plus vu la fin. Hein. Non, mais si vous voulez, qu'un comédien, qu'un sportif ait des idées, c'est son droit le plus... Mais si... il les a en tant que citoyen, je veux dire. Mais je vois pas pourquoi j'aurais à écouter les idées politiques de Mbappé plus qu'un autre, plus que ma gardienne. Je m'en fous complètement. Ça vaut rien. J'écoute l'un ou l'autre, mais ça n'a pas plus de force. Mais ce que je comprends pas, c'est que lui-même, sachant qu'il sait probablement à peine lire et écrire, ou j'en sais rien. Mais qu'ils ont arrêté l'école au certificat d'études. Donc on vous dit, moi si j'étais lui, j'aurais la pudeur de me taire, quoi. Évidemment. Je sais pas, mais moi j'ai vu ça avec des gens. Il y a quelques années, c'était dans le Midi, il y avait un type éminent qui était là. J'étais assis à la même table que lui, j'étais bien content.
Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que pensait l'âme éminent. Et il y avait 2 ou 3 hommes étaient là qui se pensaient des âmes éminents et qui essayaient de se mettre sans arrêt en compétition avec lui, tu vois. Et j'avais envie de leur dire, mais fermez votre gueule, vous racontez que des conneries, laissez-le parler. Et non, ils y allaient de leur truc, leur truisme qui n'avait aucun intérêt et tout, mais ils étaient persuadés, parce qu'ils avaient fait Polytechnique ou j'en sais rien, qu'ils étaient d'un niveau pareil au type, mais non. Oui, mais ça, c'est le... on a tous vécu les mêmes dîners en ville. Oui, c'est ça, mais là, si tu veux, en fait, ils ont forcé ce gars à se taire. Oui, bien sûr. Et oui. Du coup, moi, j'étais là, j'attendais tranquillement qu'il déverse sa sagesse sur moi, j'attends toujours. Hein. Alors, il cite un truc assez rigolo. Il cite Thomas Sowell sur la diversité aujourd'hui, qui dit la chose suivante. La prochaine fois que des universitaires vous diront à quel point la diversité est importante, demandez-leur combien il y a de républicains dans leur département de sociologie. Voilà. 0. 0 ou très peu. Et effectivement, quand tu regardes aujourd'hui, en tout cas l'université américaine et l'université au Canada, et l'université en France n'est guère mieux. Sociologie, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens du Rassemblement national. Hein, non, moi je sais, à l'époque, on avait un prof qui était Martinez, qui était un prof d'éco, qui était RN. Puis à l'époque, c'était un vrai RN, voilà. Mais de nos jours, les profs sont déchargés de TD, hein, c'est plus des vrais profs, hein, c'est plus des profs... Et puis, oui. Donc, lui explique qu'en fait, ce sont les postmodernes, comme Jacques Derrida, Jacques Lacan et Michel Foucault, qui ont percé dans le milieu universitaire en s'appuyant sur le principe que si une chose était complètement incompréhensible, c'est qu'elle devait avoir une profondeur. À tel point que Derrida l'a quand même poussé, Foucault aussi, à des points, c'est-à-dire, en gros, c'est fait chiant. Hein, donc, si vous faites suffisamment chiant et que personne ne comprend rien, c'est que c'est forcément hyper profond. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, c'est ça. Et on se retrouve avec une suractivation de ce principe et des gens qui s'imaginent que parce qu'ils tiennent des propos qui sont absolument aberrants en sectionnant des points-virgules, que ça leur conférait une profondeur. Et ça amène autre chose que je vois beaucoup, c'est les plagiats. C'est-à-dire que tous ces gens qui écrivent des trucs incompréhensibles, c'est quand même chiant des trucs. C'est un boulot, quoi. Il faut s'y mettre et tout le monde n'y arrive pas. Et donc, vous voyez que, par exemple, la thèse, soi-disant, ma master thèse de la femme qui commandait Harvard, qui était la patronne d'Harvard, qui est quand même la plus grande université au monde, qui était une noire, bien entendu, elle avait été complètement plagiée. Tu vois aujourd'hui que Kamala Harris a publié un livre qui s'appelait Sur la justice, et que la moitié du bouquin a été plagié. Mais ça, c'est d'autant plus drôle que probablement ils ont fait écrire ça par autrui, par un prête-plume. Qui l'a fait lui-même. Qui l'a fait lui-même et qui du coup l'a plagié. Donc eux-mêmes ne doivent même pas avoir connaissance que le truc a été plagié, parce que c'est vrai que quand c'est pas ton propre truc, tu fais pas des masses attention. T'es là pour prendre les sous qu'on t'a filés. Je me souviens, c'était arrivé à... Ardisson, oui, il avait fait un bouquin et tout, et puis on s'est rendu compte que dans le bouquin, il y avait les 2/3 qui étaient plagiés sur un écrivain royaliste ou je sais pas quoi. Et lui, il savait pas que c'était dedans parce que il avait juste mis son nom, quoi. Il avait lu ni l'un ni l'autre. Mais de nos jours, il faut quand même faire exprès parce que tu as des logiciels de reconnaissance et tu peux passer... Oui, mais ça n'existait pas il y a 10 ans. Oui, bien sûr. Et tu peux changer aussi complètement les phrases pour dire la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Du coup, ça se retrouve pas dans les... Oui, mais enfin, quand même, il faut bosser un peu, quoi. Et alors, il développe un truc qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il cite Nassim Nicolas Tayeb, mais au-delà de ça... Ils sont libanais tous les deux. Oui, ils sont libanais, ils sont copains. Il a lui-même développé, parce que c'est un darwinien, le concept d'antifragilité. Ah oui ? Et lui le voit au niveau de l'être humain en disant que l'humain en lui-même est antifragile. Le cerveau humain est complètement antifragile. Et si tu l'agites, il devient meilleur en meilleur. Voilà. Alors... c'est assez intéressant parce qu'il dit on va à contre-courant de notre antifragilité naturelle en développant cette espèce d'homostasie de la victimisation. Et comme le disait ce brave amiral, comment il s'appelait, Kersozon, il disait être un victime, c'est pas un projet de vie. Hein.
Voilà. Et alors, ce qu'il dit dans l'homostasie, c'est-à-dire l'homostasie, c'est que tu développes en réalité avec ton corps des mécanismes pour pallier les défaillances. Oui, bien sûr. Et donc, tu peux avoir, par exemple, on a observé dans cette homostasie que, par exemple, on pouvait mettre des chaussures de marche et que, en fait, l'humain, au lieu d'avoir moins de blessures avec ses chaussures de marche, comme il y avait des sangles particulières, au contraire, prenait trop de confiance en lui, donc allait faire des sauts beaucoup plus sauter et du coup se blesser plus. Donc en réalité, l'humain s'adapte aussi à son matériel et se blesse plus ou moins. Voilà. Or là, comme on est dans cette homostasie de la victimisation, et de la pensée. De la on n'a pas le droit de penser. On se retrouve en réalité à se survictimiser dans des incidents de la vie qui ne devraient pas avoir lieu à victimisation, puisque c'est, en gros, pour parler normalement, une course à l'échalote de la victime. La course à l'échalote, j'ai perdu plus... Personne n'est plus victime que moi. Voilà. Alors, il donnait des exemples en disant, voilà, là, on a eu donc une femme transgenre, donc du coup un homme qui était devenu femme, qui voulait se faire épiler le maillot brésilien, et la jeune fille qui épilait était musulmane avec un voile et n'a pas voulu épiler le maillot brésilien de l'homme qui avait encore ses parties génitales hommes. Mais bien sûr, se définit comme femme. Quelle victime choisis-tu ? Vas-tu choisir l'homme qui se sent femme ou la musulmane qui refuse d'épiler un zizi? Moi, alors là, je choisis contre l'homme parce que la seule idée de faire épiler le zizi, ça va faire un mal de chasse. Il faut limiter les catastrophes quand même, faut pas déconner, quoi. Non mais c'est effrayant toutes ces histoires que tu me racontes. Il y a un film que tu connais évidemment pas, qui s'appelle 40 ans et toujours puceau, où tu as Steve Carell, qui est le type qui joue dans The Office, qui, on lui explique qu'il faut qu'il se fasse épiler le torse. Il a un torse bien velu. Et la scène est pour de vrai. Il était et on lui fait une bande de cire froide, en plus, en plein milieu du torse, qu'on lui arrache. Et tu vois qu'il va lui mettre un pain à la fille, quoi. Mais la scène est vraie. C'est-à-dire qu'ils l'ont gardée, c'est pas coupé au montage, et ils savaient que la bande tournait, qu'il fallait y aller. Et nous, on a l'habitude, parce qu'on sait depuis tout petite. Mais alors vous êtes pas prêts. Hein. Comme disait ma chère mère, si les hommes devaient accoucher, il n'y aurait jamais qu'un enfant par famille, quoi. Parce que nous, on est des petites créatures fragiles, faut pas déconner. On a mal, tu connais la blague, il y a qu'une seule chose qui peut égaler une femme qui est en train d'accoucher comme souffrance, c'est... un homme qui a un rhume. Un homme qui a un rhume. C'est ça. C'est tout à fait et ça. Alors, autre observation, c'est que les militants radicaux de la bien-pensance et les fidèles progressistes sont généralement des occidentaux blancs privilégiés. Et alors là... Mais qui sont dans des faux boulots, c'est ça qui m'étonne de plus. C'est-à-dire, si on rentre dans une période très difficile, économiquement, ce qui n'est pas impossible... En tout cas en France, oui. En tout cas en France et partout en Europe. On peut penser que tous ces faux boulots, les communications... et tout ça, les licences de sociologie qui vous permettent d'aller bosser chez McDonald's après, tout ça, ça va disparaître. C'est-à-dire que quand vous avez un effondrement économique, restent les vrais boulots, les boulangers, les plombiers, dont tu as besoin, tout ça. Et puis les gars qui sont des spécialistes de raconter des conneries comme ces gars-là, les professeurs de philosophie, en principe, ils meurent de faim, quoi. Donc, il me semble qu'on est arrivé à un tel niveau de faux boulots et ces faux boulots soutiennent ces gars-là, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, on va vers une éradication totale des faux boulots. Et alors là, il parle d'un penseur qu'on aime beaucoup, qui est Karl Popper, et il rappelle le paradoxe de tolérance qui affirme qu'une tolérance sans limite ne peut que mener à la disparition de la tolérance. La haine de soi est un mal qui afflige de nombreuses personnes. C'est-à-dire que c'est vrai... Et c'est ce que disait Dostoïevski, que j'aimais beaucoup aussi. Que souvent on cite Jordan Peterson aussi. Il adore, oui. Et Dostoïevski, il disait... Donc c'était en 1860 par là, je pense, 50, 60. Il disait, nous arrivons dans une période où les gens intelligents devront se taire pour ne pas faire de peine aux imbéciles. Et on y est. Mais c'était bien vu quand même, avouer avec un siècle d'avance, c'est quand même assez remarquable. Parce que, donc on voit bien que ces espèces de racines d'imbécilité sont consubstantielles à quelque chose qui est arrivé à peu près à la même époque. Et moi je vais le nommer, c'est le socialisme, c'est-à-dire la recherche de l'égalité. Privilégier l'égalité sur la liberté. Et alors, c'est là où il continue en disant le problème aussi avec ça, c'est qu'à force de victimisation et de donner des cases de victimisation, on arrive à... Et de payer les gens pour être victimes.
on arrive à la solution finale qui est un peu donner un marteau à un enfant, il trouvera toujours des clous sur lesquels taper. Donc on arrive exactement dans ce paradoxe, c'est que tous les jours on va trouver une nouvelle façon de se victimiser parce que il y a des personnes à qui on a filé des marteaux. Et on arrive dans quelque chose de très grave qui est le conflit des victimes. Oui, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure. Quel côté tu vas te mettre Le conflit des victimes, ça peut être des conflits sanglants, si tu veux. Mais c'est le famille Traoré, quoi. Et alors, là, il revient aussi... Il y a des gros développements sur l'islam, et il dit, on se retrouve aujourd'hui aussi très souvent avec des sophismes de l'autruche, où les gens vont souvent dire, alors vous savez, c'est des sophismes, c'est qui ont été développés beaucoup par Bastiat, c'est des idées, comment tu définirais un sophisme? Sophisme, c'est une idée qui est apparemment juste et qui en fait est stupide. Voilà. Quoi. Mais tout le monde sait que c'est stupide, mais tu suis la logique. Quoi. Alors parmi les sophismes qu'on a autour de l'islam, on va en général vous dire, oui, comme si vous les chrétiens, vous n'aviez jamais tué au nom de Dieu. Alors, c'est vrai, mais la dernière fois que j'ai regardé, dans les rues autour de moi, je ne suis pas des masses embêtées par des chrétiens bretons et beaucoup plus par des OQTF de religion musulmane, quand même 90% du temps. Dans le christianisme, c'est que jusqu'à Constantin, où la religion chrétienne est devenue officielle, parce qu'elle était majoritaire dans l'Empire, eh bien, elle s'était développée sans aucune violence. C'est-à-dire que la religion chrétienne, un peu comme le bouddhisme, il est arrivé à la majorité dans la population sans que personne n'ait mis des claques à personne. Quoi. Ils se battaient entre eux un peu, mais enfin... Bon, après, on s'est tapé dessus pour Jérusalem, mais ça, c'était légitime. D'abord, c'était légitime, et puis... Il y avait le tombeau du Christ, il y avait des trucs à garder. Et puis c'est pas ça, c'est qu'ils empêchaient les pèlerins d'aller pèleriner. D'aller pèleriner, alors... Donc il y a toute une série comme ça et on vous dit regardez les croisades, mais les croisades, le mot croisade, bon c'est avec la croix, ça va sans dire, le premier pape, mais c'était la réponse à la guerre sainte islamique. L'islam est une religion guerrière. Et le chef était guerrier, et il a gagné des batailles, et il a tué des gens, et il a fait exécuter des gens, il a massacré des juifs dans je ne sais plus quelle oasis, après avoir fait un traité signé de paix qu'il a rompu unilatéralement. Donc si vous voulez, qu'on compare le Christ à Mohamed, enfin c'est d'une bêtise foudroyante, quoi. Alors il dit que même si l'islam ne détient pas le monopole de la violence idéologique, il est certain pour lui que c'est beaucoup plus propice à des actions violentes dans leur foi. Et il dit le boxe... C'est ce que dit Ellul. Hein. Oui, la boxe et le bowling sont tous les deux des sports, et pourtant la probabilité qu'ils provoquent des blessures ne sont quand même pas les mêmes. Non. On comprend l'analogie. Oui. Voilà. Mais lisez Ellul, le dernier papier d'Ellul qu'on a trouvé dans sa... Ellul, c'était un philosophe français qui enseignait à Bordeaux, qui était théologien, qui a multiples qualités. Car dans plusieurs universités américaines, il y a des cycles d'études elluniennes où on étudie ce qu'il a dit. Eh bien, Ellul, il vous a fait un papier de 40 pages que vous trouvez sur le net quand vous voulez, en expliquant qu'il est pour l'immigration en France, mais jamais de musulmans, parce qu'il porte la violence avec eux. Voilà. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Ellul. Hein. Alors, écoute, il conclut donc dans son ouvrage qu'il faut passer à l'action, qu'il faut toujours établir la vérité, que plus nous serons... Le mensonge ne doit pas passer par nous. Plus nous serons nombreux à élever nos voix, à défendre nos valeurs, plus nous aurons de chances de triompher de nos ennemis qui sont absolument partout. Il faut absolument croire pour lui en la puissance de toute voix. Ne vous dites pas oui, mais qu'est-ce que... Non. Quand vous croisez un mensonge, vous devez vous ériger face à ce mensonge aussi... C'est exactement ce que disait Oberton ce matin. Voilà. Ne craignez pas de juger les autres ou de les offenser. Encore une fois, ce que disent les évangiles quand ils disent ne jugez pas les autres, c'est ne jugez pas le péché ou ce qui ne serait pas le péché, mais en tous les cas, on ne vous a jamais dit de ne pas juger le mensonge. Quand vous croisez un mensonge, bien évidemment, et que vous savez que c'est un mensonge, que le blanc est noir ou que le noir serait blanc... le Christ le dit, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, tout le reste vient du malin. Donc, quand on vous dit de ne pas juger dans Saint Jean et ainsi de suite, c'est ne jetez pas la première pierre, dans le sens où vous-même êtes pécheur, ne jugez pas sur les choses de la vie. Il faut essayer d'avoir une clémence envers autrui. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que vous devez, quant à vos principes, les remettre en cause. Exactement, mais surtout, juger, c'est un sens aussi, c'est que être juge, c'est une profession, qui est d'ailleurs une profession extraordinairement difficile. Qui demande en amont beaucoup d'informations. Beaucoup de travail, beaucoup d'informations. Donc, être juge, donc...
on prend en français juger comme jugement et comme aussi avoir une opinion. Et là, je crois que le Christ, c'était vraiment... vous n'avez pas le droit de condamner un gars si vous n'avez pas tous les éléments. Et ça, parce qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas obéir au juge. Hein. Il dit qu'il vaut mieux pas y aller devant les juges. Moi, c'est ma grande peur. Personnellement, je ne veux pas voir ce dossier parce qu'on est proche de la fin, mais sur la peine de mort, je me dis toujours à l'instant T où on va condamner quelqu'un, mis à part Nuremberg, mis à part des choses comme ça, des crimes de masse, est-ce que tu es sûr d'avoir ton coupable? Est-ce que c'est vraiment lui à 100%? Et le simple epsilon du fait que tu pourrais tuer une victime innocente, mais il y a des moments, oui bien sûr, mais si le type dit qu'il n'est pas coupable, en ce moment il peut y avoir, il n'avoue jamais, bon très bien. Mais si on l'a pris en flagrant délit en train de tuer des enfants ou j'en sais rien, là il n'y a pas de discussion, on l'a pris sur le fait, et à ce moment-là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'écroulement de la justice en France, le crime paye en France aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de criminels, est-ce que c'est pas le résultat de Badinter qui a arrêté la peine de mort? Alors si c'est le cas, est-ce qu'on peut se poser des questions? À partir du moment où un type a tué, et puis comme on l'a vu avec la petite Philippine, là, ou violé, et qu'on le relâche 5 ans après, ou 3 ans après, à la place de 5 ans ou 7 ans, je sais plus, et qui tue, vous pouvez pas vous empêcher de penser que si on l'avait laissé en tôle ou si on l'avait supprimé, la petite serait encore en vie. Je vais vous raconter quelque chose. Dauphine est construit sur le boulevard Lannes. À côté de Dauphine, il y a un tennis où mes filles jouaient, ma fille seconde cadette jouait au tennis, et à côté il y a la piscine. Il y a 5 ans, quand Yann Brossat était à la mairie, il a fait installer entre la faculté de Dauphine et les tennis, on les voit des tennis, des camps de migrants, des camps pour voilà. Et depuis lors, il y avait une population autour des camps de tennis et donc de Dauphine d'hommes 25 ans ce qui ne faisait rien toute la journée, qui traînassaient autour. Et j'ai toujours ressenti un immense sentiment de malaise. De ce moment-là, j'ai toujours dit à ma fille, je viens te chercher avec le chien au tennis, même en été, même quand il faisait chaud, je lui disais, tu m'appelles, tu ne quittes pas les tours de tennis, ou alors tu repars avec 3 copains. Honnêtement, j'ai vécu dans... voilà. Et ce qui est arrivé à cette petite, ça m'a fendu le cœur, parce que ça aurait pu être une des miennes. Absolument. Et tu te dis que... Elle a fait que traverser pour gagner du temps. Mais elle était à Dauphine, elle faisait une petite balade pour déjeuner, ça aurait pu arriver à ma fille Pomène qui va marcher tous les jours, bref. Et voilà, et je suis désespérée qu'on soit un peuple aussi faible devant ce qui attaque nos femmes. Je sais pas quoi vous dire, ça me désespère. Et la grande leçon, il y avait un professeur d'économie qui s'appelait Gary Becker, qui a le prix Nobel d'économie, qui était de Chicago, etc., et qui a fait toute une série d'études sur la criminalité. Et il en a tiré comme conclusion que la criminalité augmentait toujours quand le crime payait. C'est-à-dire, pour que la criminalité s'arrête, il faut que ça ne paye pas. Et aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des drogues, l'argent est tellement important, c'est-à-dire vous pouvez gagner 20 millions de dollars, 30 millions de dollars avec quelques grosses transactions, ce qui vous suffira pour tout le reste de votre vie, que, sauf peine de mort, le crime paye. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les crimes sont tellement, où ça paye tellement que la seule façon de le rendre rentable... C'est ce que tu expliquais pour Singapour, pour le Lee trafic Kuan de Yew, drogue. c'est ce que disait Lee Kuan Yew à une Américaine. Vous pouvez trouver l'interview sur le... Et c'est une réalité. Et Lee Kuan Yew disait, la drogue, ça détruit tout. Ça détruit les familles, ça détruit les parents, ça détruit les enfants, ça détruit la société. Donc on laisse des gens avec des peines faibles... Qui vont vous détruire complètement. Il y a une espèce de mauvaise adéquation là. Alors il dit aussi qu'en Occident, nombreux sont ceux qui me disent vouloir défendre nos valeurs et nos libertés, mais par contre cèdent devant des représailles et ils ne le font pas publiquement. Alors moi je sais que quand mes ennuis m'étaient arrivés, mon principal souci sur le moment n'avait pas été d'être poursuivi par la LICRA et d'avoir des ennuis potentiels avec la justice parce que je savais que j'avais rien fait et que quelque part mon âme était pure, mais par contre que Dupont-Aignan à l'époque dise ah oui c'est très mal et ainsi de suite et se couche devant avec ce qu'il savait avec une rapidité qui a nous a ébloui.
éblouissante. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit il pensait que j'étais une idiote incapable, et dans ces cas-là, il fallait pas me recruter, parce que c'est quand même lui qui est venu me chercher, en me disant on n'a pas de femme, alors que moi je demandais rien, j'étais une gentille mère de famille dans son coin, bon. Et soit dans ces cas-là, tu te dis, elle fait partie de mes troupes, et vaille que vaille, je tomberai sur mon épée. Mais non, lui, il s'était couché à toute allure. Et devant là, voilà, en disant peur des représailles. Non, si vous vous engagez dans un combat militant et un combat de vérité, eh ben ça veut dire on prend les coups collectivement. Oui, vous savez, c'était comme les officiers en 14-18 qui disaient aux soldats, allez hop, vous sortez de la tranchée, moi je reste à l'abri en train de jouer au cartes. Oui, c'est comment ça s'appelait à Zincourt. Oui, marcher sur tout le monde. On piétine la piétaille, et puis voilà, on y va avec nos... Non, mais le rôle d'un officier, c'est d'être le premier à mourir, c'est pas d'être le dernier. Bien sûr. C'est un peu triste. C'est ralliez-vous à mon panache blanc. Ralliez-vous à mon panache blanc, c'était bien ça, c'était Henri IV. C'est du panache, à l'époque où on avait encore du panache. Tu connais l'histoire, quelle est la couleur blanche du cheval d'Henri IV? Mais en vrai, il était noir. Mais parce qu'il s'appelait Blanc. Il s'appelait Blanc. Oui, là, on est sur un juste, mais il s'appelle comment? Mais juste. Ça y est, on a les droits des films du plein pays. Allez. Et alors, il dit que les universités doivent revenir aussi à la valeur du mérite, qui était la leur, et résister à la marchandisation de l'éducation et de l'abaissement des normes éducatives. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et surtout, c'est le prochain personne qu'on va recevoir, c'est sans doute l'ami Noé, Jean-Baptiste Noé, oui. qui vient d'écrire un livre que j'attends avec impatience sur le rétablissement des humanités. Parce que le but d'une éducation universitaire, c'est pas de vous apprendre des tableaux Excel, ça tout le monde s'en tape, ou l'apprendre en 5 minutes s'il faut, ou la comptabilité, ça aussi, moi je l'ai appris en quelques jours, c'était pas très difficile. Mais le but, c'est de vous apprendre à penser par vous-même et être libre intellectuellement. J'adore le terme humanité, ça me fait toujours penser au film de Gabin, tu sais, genre, j'ai fait mes humanités, moi, monsieur. Et en montant... Ça voulait dire que t'avais fait de la philo? Oui. Oui, t'avais fait de la philo, t'avais fait un peu de déontologie, un peu d'éthique, t'avais lu Aristote, tu avais, voilà. C'est ça, il y avait des choses que tu savais. Et donc, je crois Nicomaque, enfin, deux, trois trucs. On ne peut pas vivre dans une société où il n'y a personne qui a fait ses humanités, parce que c'était d'eux que venaient toujours les grands esprits. Et ils font pas des écoles de commerce, là. Oui, alors du coup, tu te retrouves de nos jours soit avec des crétins sentencieux qui te disent des choses abruties du style « mais est-ce qu'on sait qu'un homme est un homme après tout? Est-ce que la relativité du genre, machin ?» Qui reçoivent un ballon dans les couilles en jouant au football, voilà. Et il saura s'il est un homme ou une femme. Hein, ça, soit tu te retrouves avec des gens qui vont être hyper techniques sur tes dossiers en disant « oui, mais alors, est-ce que le PEA a ramené sur le... » Et toi, tu te dis « mais j'aimerais bien parler de choses intéressantes. Oui. » Non. Ça m'était arrivé quand j'étais au conseil de score, il y a quelques années. Au début, c'était vachement intéressant parce qu'on voyait des dossiers sur les sociétés. On allait peut-être faire une OPA, c'était marrant comme tout. On regardait, on réfléchissait. Et puis petit à petit, la direction des assurances à Paris a commencé à sortir des réglementations sur ce que pouvait faire score ou pas. Et les derniers conseils, j'avais dit à ce brave Kessler qui a disparu depuis, mais j'avais dit, mais tes conseils deviennent chiants comme tous, c'est plus que de la compliance. On réfléchit plus à rien, mais est-ce qu'on a bien appliqué les règles qui viennent de cette bande d'abrutis à Bercy? Et c'est donc le triomphe du principe de Charles Gaffe, car ce n'est pas Pascal Proust, ça n'est pas Pierre, Jean-Paul ou j'en sais rien. Les petits hommes gris, ça a été inventé par Charles chez Secogest, remis dans les cahiers en 91, et les petits hommes verts, les petits hommes gris, les PHG. Hein. Et il y avait Milton Friedman, quand j'avais parlé des petits hommes gris, il m'avait une lettre pour me féliciter en me disant « Ah, c'est drôlement bien les petits hommes gris, c'est une très bonne idée ça. » C'est ça, on vit aujourd'hui dans un triomphe. Alors il y a soit des petits hommes gris, soit ce qu'ils ont fait du reste du monde, des crétins sentencieux. Ouais, Oui, ils veulent nous faire la morale toute la journée. Hein. Ah mais c'est ça, puisqu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de passer, ce qu'il dit aussi, c'est on est en train d'essayer de nous faire croire qu'il existe une morale collective. La morale ne peut être qu'individuelle. Donc la morale, c'est individuel, c'est le péché. Si vous la transgressez, votre morale, c'est un péché. Et la loi, c'est collectif, c'est empêcher les gens de se tuer les uns les autres. Et ils veulent maintenant nous faire une morale collective qu'on serait obligé de suivre sans très bien savoir ce qu'elle est. C'est une espèce de boulga absolument affreux. Ce qui fait quand je suis avec mes petits-enfants aujourd'hui, récemment, il y a encore quelques temps, quand j'étais à la fac de droit de Toulouse, là-bas, mon meilleur copain, il était noir. Donc je leur dis, mon meilleur copain, il était noir. Ils sautaient partout en me disant, mais on peut pas dire noir. Et alors je leur dis, mais on dit quoi alors? Il était noir, moi je suis blanc, enfin rose. Ou rouge, les bonjours. Rouge quand je joue au tennis. Ça dépend du pull. Et puis lui, il était noir. Et donc,
Mais ce que il y a je des choses comprends que tu peux plus dire. Un type est noir. Ben, oui, un type est noir, il y a quelque chose que ça me fout qu'il soit noir ou blanc, et c'était mon meilleur copain. Et donc, tu peux pas t'empêcher de penser, mais on est dans un monde de fous. Oui, mais tu peux plus qualifier les choses. Ça en vient à un point, mais c'est pareil avec mes enfants. Parfois, je dis, où tu veux qualifier en disant, tu sais, c'est une femme, tu veux dire un peu grosse, tu dis, je peux pas dire un peu grosse, elles vont me dire que ça va pas. Alors je dis, tu sais qu'il y a des formes, alors tu trouves des périphrases hallucinantes, alors que, mais ça n'est pas. Tu qualifies quelque chose que tu vois avec tes yeux. Mais je sais pas, c'est facile de le reconnaître. Pas, dire, il devait pas y en avoir des masses à l'université de Toulouse, des Noirs. Il y en avait quelques-uns, parce qu'on en avait. Mais en plus, tout le monde s'en foutait. En plus, il était très sympathique. C'est comme nous. Hein. Moi, je suis d'une époque où il n'y avait pas de foulard. Les gens ne posaient pas. Enfin, il y avait plein de nationalités différentes. Quand j'étais au lycée français, il y avait des Algériennes, il y avait des Druzes, il y avait tout ce que. Mais personne ne portait de foulard. Hein. Mais bien sûr que non. Et donc. Moi, cette histoire de vouloir mettre les gens dans des boîtes, j'ai jamais compris très bien. Mais je crois que c'est pour mieux nous contrôler. Ce qui m'a surpris le plus quand je suis arrivé aux États-Unis, moi, en venant de Toulouse, dans le style, c'est qu'en France, si tu veux, si tu avais des copains juifs ou n'importe quoi, tu parlais pas de juif, tu vois, c'était une espèce de non-dit. Il était juif, mais en fait, t'en parlais pas. Tu prononçais pas le mot juif. Puis je suis arrivé aux États-Unis, j'étais dans une université où il y avait des gens de Brooklyn, là. Ils étaient tous juifs et ils parlaient librement juif, des juifs. Et je me suis dit, tiens, on peut parler librement des juifs. Mais ils te prenaient pas pour un Ashkénaze? Moi, une fois sur deux, me prend pour une Ashkénaze. Oui, c'est pas impossible qu'ils me prennent pour un Ashkénaze, mais eux, ils étaient. C'était marrant. Avec ton air de Charlton Heston, là, un petit peu. Oui, c'est ça. C'est assez rigolo. Mais enfin, je veux dire, ce que dit Jordan Peterson, c'est que maintenant, il nous force à changer notre langage. Oui. C'est-à-dire que. Quand on prend le contrôle du logos. On prend le contrôle du monde. On prend le contrôle du monde. Donc vous devez refuser les termes de l'ennemi. C'est ce qu'a fait Jordan Peterson. Il a dit, moi, si quelqu'un vient me dit je suis une femme, je lui parle comme ça, comme si c'était une femme, puisqu'il le veut. Mais vous ne pouvez pas me forcer à parler à quelqu'un. En référant lui, disant mon ami, cette femme. Il dira mon ami. Non, parce que tu sais, c'est que vous ne pouvez pas me forcer à être aimable avec lui. Je garde le contrôle. Il n'y a jamais eu dans le droit coutumier anglais un contrôle de la parole de l'individu. Donc là, c'est que tu cherches à influencer le langage des gens qui ont peut-être envie de dire à ce gars-là, parce que c'est un homme, t'es un homme et puis fous-moi la paix, quoi. Ça fait partie de la liberté de dire quelque chose qui heurte. Oui, mais c'est ce qu'il disait. Il disait... Vous allez être heurté, suck it up. Suck it up. Big babies. Les Anglais disent put your big girl pants, c'est mettez vos culottes de filles. Voilà. De grandes filles. Voilà, il y a un moment, mettez vos culottes de grandes filles, quoi. Stiff upper lip, c'est-à-dire vous prenez une claque et vous dites merci beaucoup. Et puis la prochaine fois, ça te fera pas mal. Et donc cette façon de vouloir contrôler le logos, c'est vraiment l'horreur. Là. Voilà. Donc battez-vous contre tout cela. Donc nouveau virus de la pensée. De Gadsad, on va le mettre à l'écran. Bon, en tout cas, moi, je suis très contente d'avoir référencé ce livre. J'espère que ça vous aura intéressé. Et vous allez rigoler, parce qu'il est très marrant. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre vos petits commentaires en dessous. On aime bien les lire et on aime bien y répondre. Et mettez des likes, parlez-en autour de vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.